Sean Duffy, l'administrateur intérimaire de la NASA, l'affirme haut et fort. Il ne laissera pas la Chine gagner la nouvelle course à la Lune. Il refuse catégoriquement les critiques qui sont faites sur le programme Artemis et sur le budget réduit de l'agence spatiale américaine. Le monsieur est peut-être sincère dans son indignation, mais il faut alors qu'il ne soit pas très regardant sur l'état réel de son programme lunaire. Le programme Artemis est dans un moment peut-être un peu trompeur. En février prochain aura lieu la mission Artemis 2. Elle va permettre d'envoyer des astronautes en orbite lunaire, un exploit qui n'a pas été réalisé depuis la fin du programme Apollo. Cela permettra à l'Amérique d'affirmer devant tous qu'elle domine la course à la Lune et que la Chine n'est pour le moment pas au niveau. Quand on scrute la situation d'un peu plus près, on peut cependant émettre de forts doutes sur le leadership américain. Aller autour de la Lune, ce n'est pas la même chose qu'aller sur la Lune, et le gouffre entre ces deux étapes est important. De son côté, la Chine avance en parallèle sur tous les fronts. Sa fusée lunaire sera bientôt prête, son vaisseau et son atterrisseur aussi. Tous sont assez modestes par rapport à leur équivalent dans le programme américain, et c'est certainement leur force. Ils représentent des développements au risque maîtrisé sans innovation technologique majeure. Pékin devrait être prête avant 2030, probablement en 2029. Toutes les informations qui nous viennent de la CNSA et de ses partenaires indiquent un tempo maîtrisé. En comparaison, le développement de l'atterrisseur d'Artemis, le Starship, représente la difficulté principale dans le calendrier américain. On a une bonne idée du travail qu'il reste à faire et on connaît l'efficacité incroyable de SpaceX. Malgré ça, les inconnus restent énormes. SpaceX doit réaliser de nombreuses premières mondiales pour rendre son architecture opérationnelle. Premier lanceur entièrement réutilisable, premier ravitaillement orbital massif, cadence de lancement, de récupération et de réutilisation très élevée. Le tout en moins de 5 ans, peut-être en moins de 4 ans s'il faut coûte que coûte essayer de battre la Chine. Aussi, de plus en plus de personnes commencent à prôner la nécessité d'une alternative, et pas forcément des rivaux de SpaceX. Alors aujourd'hui, on va voir ce que la NASA pourrait faire pour se donner une chance de battre la Chine dans cette nouvelle course à la Lune, ou du moins pour arriver sans trop de retard. En premier lieu, cette vidéo n'a pas pour but de dire que le Starship est un mauvais vaisseau, ou un projet inutile, bien au contraire. C'est un projet incroyable qui va sans l'ombre d'un doute révolutionner l'histoire spatiale. Le cadre qui nous intéresse, c'est sa pertinence dans Artemis. Une grande partie des idées qu'on va explorer aujourd'hui ont été émises ou synthétisées par Eric Berger, le rédac-chef d'Ars Technica pour les questions spatiales, et Tim Dodd, aka Everyday Astronaut. Deux personnalités qu'on ne peut clairement pas accuser d'être anti-SpaceX. Comme beaucoup, il s'interroge tout de même sur les inconnus que font peser le Starship sur Artemis. Résumons très rapidement ces dernières. Dans le programme Starship, il y a du très bon. L'état d'avancement du vaisseau est presque inespéré. En quelques années seulement, SpaceX est parvenu à transformer un projet fantaisiste en une série de prototypes convaincants. Je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne doute que le Starship va voler sur des missions réelles et livrer de la charge utile en orbite. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Starship lunaire. Et lui, il a besoin d'un peu plus. Il lui faut notamment réaliser de nombreux ravitaillements, jusqu'à 10 ou 15 pour atteindre la Lune, son objectif dans le cadre d'Artemis. Cela sous-entend une cadence de vol très élevée, avec une quinzaine de tirs en l'espace de quelques semaines. Il faut aussi pouvoir mener des ravitaillements orbitaux complexes, puis aller se poser avec un appareil tout en hauteur sur un terrain non préparé et probablement pas très plat. C'est possible, et je pense que SpaceX peut le faire. Est-ce que l'entreprise peut le faire en 4 ou 5 ans, c'est beaucoup plus discutable. Une des principales critiques du vaisseau, c'est qu'il en fait trop. La NASA n'a pas besoin de 100 à 200 tonnes de charge utile sur la Lune, en tout cas pas tout de suite. Elle n'a pas besoin d'un vaisseau immense qui sera complexe à poser et qui ne pourra de toute manière pas être réutilisé. Les Starships lunaires seront mis au rebut après avoir fait la jonction retour avec Orion. Ce qu'il lui faut dans un premier temps, c'est un vaisseau capable de tenir 1 à 2 semaines à la surface avec 4 astronautes à bord, ce qui tient probablement dans un package de 10 tonnes de charge utile. Alors, quelles sont les alternatives ?
Dans l'article qui m'a donné envie d'écrire cette vidéo, Éric Berger évoque le Blue Moon Mark I, le vaisseau de Blue Origin. Blue Moon est en développement depuis presque 10 ans. Il existe en 2 versions. La version Mark I est dédiée au fret. Elle doit permettre de déposer 3 tonnes à la surface de la Lune. Le vaisseau doit réaliser son vol initial très bientôt, dans quelques mois. Il est donc à un stade de développement avancé. Cependant, le vaisseau qui doit permettre de poser des astronautes sur la Lune, c'est le Blue Moon Mark II. Il est beaucoup plus gros et son développement est bien moins avancé. On n'y gagne donc pas grand chose par rapport au Starship. Éric Berger ajoute à son article une info très intéressante. Via des sources gouvernementales, il rapporte qu'une autre version de Blue Moon existerait, développée pour le moment sur fonds propres. Elle prendrait comme base le Blue Moon Mark I et y ajouterait des bouts d'architecture du Blue Moon Mark II. Le tout déboucherait donc sur un atterrisseur léger, habitable et à un niveau de développement avancé. Blue Origin aurait ainsi en interne la solution à tous les maux de tête de la NASA. Alors, rappelez-vous, on a dit que le Blue Moon Mark I c'est 3 tonnes de charge utile et qu'une mission typique d'Artemis en a besoin de 10. Toujours selon l'article, l'architecture envisagée consisterait à faire voler plusieurs Mark I+ à chaque mission. Ces vaisseaux ne nécessiteraient pas de ravitaillement orbital, contrairement au Mark II et au Starship. La NASA aurait ainsi sous la main une solution classique qu'elle pourrait mettre en œuvre rapidement. Alors on peut tout de même soulever quelques questions. Mettons qu'une mission nécessite 2 ou 3 Mark I+. Comment faire la jonction avec Orion? Comment assurer des atterrissages de précision sur la Lune sans que les vaisseaux se mettent en danger les uns par rapport aux autres? Que se passerait-il si un des vaisseaux est perdu? L'architecture offre-t-elle de la redondance ou plus de chances de panne? Enfin, 3 Blue Moon Mark I+, ça suppose 3 lancements de New Glenn en un court laps de temps, ce qui pour le moment paraît encore bien loin. J'aimerais vous en dire plus, mais c'est un programme qui n'est pour le moment pas officiel, ni à la NASA, ni même dans les rangs de Blue Origin. C'est en tout cas une première illustration que des pistes existent pour faire plus vite en abaissant un peu les ambitions. Une partie de moi espère qu'une solution similaire pourrait être envisagée pour Argonaut, l'atterrisseur lunaire lourd de l'Agence spatiale européenne. Mais avec ses 1,5 tonne de charge utile, il reste probablement trop léger. Peut-être qu'il pourrait participer à une mission jointe avec des Blue Moon Mark I+, en emportant une partie de la charge nécessaire. La deuxième piste qui va nous intéresser est défendue dans ce post par Tim Dodd, plus connu sous le nom d'Everyday Astronaut. Le youtubeur américain est notoirement proche de SpaceX. Rappelons qu'il avait été sélectionné pour un vol lunaire sur Starship à l'époque où le projet Dear Moon existait encore. Naturellement, il pense donc que SpaceX pourrait résoudre le problème. Sa solution, un Starship de petite taille qui impliquerait également un véhicule supplémentaire. Dans l'architecture actuelle, le Starship doit faire son injection translunaire pour atteindre l'orbite lunaire et faire la jonction avec Orion. Il doit ensuite réaliser une seconde phase propulsive pour descendre à la surface, puis une troisième pour remonter. Cela demande beaucoup d'ergols et donc des réservoirs immenses. Tim Dodd évoque une architecture différente, où un véhicule intermédiaire ferait l'injection translunaire. Le Starship n'aurait qu'à se charger du posé sur la Lune et du redécollage. Il aurait donc besoin de réservoirs plus petits et cela lui permettrait de transporter beaucoup moins de masse morte. Accessoirement, sa petite taille rendrait les alunissages moins hasardeux, avec un centre de gravité plus bas. Et l'ascenseur qui permettrait de joindre la surface serait beaucoup moins haut. Il faudrait toujours des ravitaillements orbitaux pour le Starship Mini et pour le véhicule d'injection translunaire, mais ces derniers seraient moins nombreux car on transporterait beaucoup moins de masse morte jusqu'à la surface de la Lune. On peut remarquer que cette architecture ressemble étrangement à celle de Blue Origin pour le Mark II. Le vaisseau de l'entreprise de Jeff Bezos exploite un véhicule supplémentaire pour l'injection translunaire, le Cislunar Transporter. On sait peu de choses à son sujet, si ce n'est qu'il nécessite des ravitaillements orbitaux. D'après Tim Dodd, l'idée originale de Blue Origin pourrait donc être la bonne. Là aussi, on peut être séduit par les points positifs de la solution, mais il faut aussi voir tout ce qu'elle implique. Le développement d'un nouveau Starship, aux dimensions complètement différentes, et qui va à l'encontre de la dynamique actuelle de l'entreprise, plutôt orientée vers un agrandissement du véhicule. Il faudrait en plus concevoir un tout nouveau vaisseau, une sorte de deuxième Cislunar Transporter. On en vient presque à se dire que c'est ce dernier le plus important dans l'architecture. J'y vois pour ma part la possibilité d'une solution intermédiaire.
La NASA pourrait offrir un contrat pour un cislunar transporteur capable de propulser X tonnes en injection translunaire, avec ou sans ravitaillement. SpaceX et Blue Origin devraient alors se débrouiller pour faire tenir leur architecture, Blue Moon ou Starship Mini, dans cette enveloppe de X tonnes. La NASA pourrait par ailleurs exploiter de nouvelles idées en élargissant le programme CLPS. C'est la troisième idée qui va nous intéresser aujourd'hui. CLPS est un programme ouvert qui permet à des entreprises de vendre des vols lunaires à la NASA, avec de petits atterrisseurs. Il a connu son premier succès avec le Blue Ghost de Firefly Aerospace en début d'année. Blue Ghost est capable de transporter 150 kg à la surface de la Lune, il est donc bien trop petit pour une mission habitée. Mais que serait capable de faire Firefly Aerospace si on leur donnait des milliards de dollars? Astrobotic, un autre participant à CLPS, travaille déjà sur l'atterrisseur Griffin, qui doit déposer un rover d'une demi-tonne sur la Lune. Avec des moyens appropriés, on pourrait imaginer ces entreprises monter en capacité assez rapidement et basculer sur des architectures habitées. Ce sont des acteurs qui travaillent déjà sur des missions lunaires depuis des années et plusieurs d'entre eux ont des missions réelles au compteur. Un vivier de savoir-faire, d'idées et de talents que la NASA pourrait faire grandir. On pourrait même imaginer que la NASA regroupe tout le monde sous CLPS, y compris SpaceX et Blue Origin, et place tous ces acteurs sur un pied d'égalité. Elle pourrait alors organiser une grande compétition en plusieurs phases avec de moins en moins de gagnants et des récompenses de plus en plus importantes. Ces alternatives sont supportées par certains acteurs de l'industrie, mais elles souffrent elles aussi d'un calendrier très serré. 4 à 5 ans, qu'on soit SpaceX, Blue Origin ou Firefly, c'est un délai très court. Avec le vol habité, on ne peut pas se permettre de faire les choses à la va-vite, il y a des vies en jeu. Il reste que, pour le moment, le Starship est probablement la solution la plus ambitieuse et donc la plus longue à développer. SpaceX semble concentré sur l'évolution de son lanceur/vaisseau. On devrait voir des vols de la V3 puis de la V4 dans les années qui viennent. On aura peut-être une meilleure idée du calendrier réel quand le premier ravitaillement orbital aura été effectué. C'est la grande inconnue d'Artemis, et il va falloir un petit paquet d'essais et une sacrée augmentation de la cadence de vol avant qu'une mission test ne soit possible. Il n'y a pas de solution simple et Sean Duffy ou son successeur sera peut-être obligé de prendre des décisions difficiles, ou bien d'accepter d'arriver sur le pôle sud lunaire après la Chine. D'ailleurs, qu'en pensez-vous? Est-ce que la NASA doit rester dans son plan original, quitte à ce que celui-ci lui fasse perdre la nouvelle course à la Lune, ou doit-elle se recentrer sur quelque chose de plus simple et de plus facile à développer? J'ai hâte de vous lire en commentaire, on s'y retrouve pour en discuter.